Lorsque le détroit d'Ormuz est effectivement fermé le 28 février, presque tout le monde a supposé que l'économie mondiale allait se heurter à un mur. 150 pétroliers se sont soudainement retrouvés bloqués à l'extérieur du détroit, paralysant une voie maritime étroite par laquelle transite 20% de l'approvisionnement quotidien mondial en pétrole. Les prix ont dépassé les $100 le baril et les prix de l'essence au Canada ont bondi de 40 cents le litre en seulement 3 semaines. Les grands pôles manufacturiers d'Asie se sont soudainement retrouvés face à une pénurie de carburant catastrophique. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette situation de plus grande perturbation de l'approvisionnement pétrolier de l'histoire. La Corée du Sud obtient habituellement environ 70% de son pétrole du Moyen-Orient et presque du jour au lendemain, elle s'est retrouvée coupée du carburant qui alimente tout son secteur manufacturier. Mais lorsque nous regardons les données commerciales réelles, quelque chose de vraiment intéressant s'est produit en arrière-plan. Les pays confrontés au pire absolu de cette crise ne se sont pas précipités pour trouver d'autres fournisseurs en Europe ou en Russie. Au lieu de cela, ils ont discrètement passé des appels à Calgary. Voilà donc ce qu'il reste du fantasme, selon lequel la sécurité énergétique peut se régler avec une conférence de presse, un slogan et une menace tarifaire griffonnée au crayon marqueur. Il est important de regarder ce dont les raffineurs en Asie avaient réellement besoin pour survivre à cette situation. Ils avaient besoin d'un pétrole à prix concurrentiel, disponible immédiatement, et surtout d'un pétrole qui n'avait pas à traverser une zone de conflit active. Et il se trouve que le Canada était exactement dans la bonne position pour le fournir. Les données officielles du gouvernement publiées cette semaine ont confirmé que le secteur canadien des produits pétroliers raffinés venait d'enregistrer sa plus forte année de production de tous les temps en 2025, atteignant 110 à 7,1 millions de mètres cubes. Le Canada a maintenant battu ses propres records de production pendant 3 années consécutives. Dans le même temps, la production de pétrole brut s'est établie en moyenne à 5,3 millions de barils par jour. Tout cela s'est produit alors que le marché mondial de l'énergie était plongé dans un chaos complet. Comme l'oléoduc Trans Mountain fonctionne actuellement à pleine capacité, le pétrole canadien peut être chargé sur des pétroliers sur la côte ouest et envoyé directement à travers le Pacifique Nord. La route maritime du Pacifique couvre près de 9000 km, mais elle contourne tous les grands points d'étranglement géopolitique de la carte. Elle offre un trajet hautement sécurisé et fiable directement vers les acheteurs en Asie. Les acheteurs chinois sont récemment devenus les plus gros clients de l'oléoduc. Et les raffineurs sud-coréens, désespérément à la recherche d'un approvisionnement fiable, qui ne nécessitait pas de traverser un véritable parcours du combattant géopolitique, ont immédiatement activé des plans d'urgence pour faire venir du brut canadien. Cette énorme hausse de la demande asiatique est en train de remodeler essentiellement le fonctionnement du commerce nord-américain en ce moment même. Pendant des années, l'hypothèse générale dans les négociations commerciales à Washington était que les États-Unis n'avaient pas vraiment besoin de dépendre fortement de l'énergie canadienne. Mais la réalité physique du marché mondial peint un tableau très différent. La réalité, malheureusement pour le théâtre tarifaire de Donald Trump, a cette habitude tenace d'ignorer les slogans de campagne et de suivre les oléoducs à la place. Sur la côte américaine du golfe du Mexique, les raffineries américaines sont spécifiquement conçues pour traiter du pétrole brut lourd. Elles s'approvisionnent généralement en cette matière première auprès du Canada, du Moyen-Orient ou du Venezuela. Avec le détroit d'Ormuz fermé et une production vénézuélienne peu fiable, ces raffineries américaines font face à une grave pénurie du type exact de brut dont elles ont besoin pour continuer à fonctionner, parce que le Canada dispose maintenant d'une route directe et sécurisée pour vendre son pétrole à l'Asie à prix fort. Le rapport de force a complètement changé à l'approche des prochaines négociations de la CEM, dans un peu plus de 2 mois. Le Canada ne se contente pas de réagir aux pressions tarifaires sur des secteurs comme l'acier ou les pièces automobiles. Le Canada détient réellement l'approvisionnement physique que le secteur manufacturier asiatique et la côte américaine du golfe du Mexique se disputent activement. C'est là que le nationalisme économique devient embarrassant. Il sonne très puissant jusqu'au moment où la raffinerie demande où se trouve le pétrole
réelle. Il y a aussi un autre grand projet d'infrastructure qui doit être décidé dans environ 6 semaines, appelé l'oléoduc Prairie Connector. S'il est approuvé, il aurait la capacité de transporter environ 450 000 barils de pétrole vers les États-Unis chaque jour. Avoir cet actif tangible sur la table donne aux négociateurs une offre concrète pour les raffineurs américains, créant ainsi une forme de levier très pratique. Ce changement se traduit aussi par de véritables progrès pour l'économie nationale. Lorsqu'un secteur de cette taille bat des records d'exportation, il donne aux gens le sentiment de reprendre le contrôle de leur avenir financier. Tous les grands fonds de pension canadiens détiennent des investissements dans le secteur de l'énergie. Lorsque les producteurs battent des records et que le pétrole se négocie à un prix plus élevé, ces fonds affichent de meilleurs rendements, ce qui contribue directement à sécuriser l'épargne retraite. Les revenus provinciaux tirés des redevances augmentent, ce qui aide à financer les soins de santé et les infrastructures locales sans étirer le budget fédéral. Cela a même fourni le coussin financier nécessaire à la récente réduction de 10 cents de la taxe fédérale sur les carburants à la pompe. C'est un exemple clair de la manière dont le levier économique profite réellement au portefeuille des gens ordinaires. Mais la perspective à long terme exige une vision réaliste. Battre des records de production génère beaucoup de revenus immédiats, mais cela crée une friction évidente avec les engagements climatiques à long terme. Équilibrer ce type de production industrielle lourde avec les objectifs d'émissions nettes zéro constitue un immense défi structurel et l'industrie navigue encore dans des débats internes persistants sur la tarification du carbone. La hausse actuelle de la demande est également fortement alimentée par une crise qui finira par se stabiliser. Lorsque les voies maritimes du Moyen-Orient se normaliseront et que cet approvisionnement traditionnel reviendra en ligne, certains acheteurs mondiaux retourneront naturellement vers les fournisseurs les plus proches d'eux. La capacité des oléoducs vers la côte canadienne comporte aussi des limites physiques strictes, atteignant actuellement un maximum d'environ 890 000 barils par jour, donc la fenêtre permettant de verrouiller ces nouvelles relations commerciales mondiales et de sécuriser des contrats favorables à long terme ne restera pas ouverte éternellement. Autrement dit, c'est pas le moment de faire du triomphalisme politique, c'est le moment de signer des contrats, de bâtir des infrastructures et de prononcer moins de discours qui font semblant que les chaînes d'approvisionnement obéissent aux applaudissements. Mais pour l'instant, l'infrastructure qui a été discrètement construite au cours des dernières années fait exactement ce qu'elle était censée faire. Lorsque la chaîne mondiale d'approvisionnement énergétique s'est brisée, le système a tout simplement trouvé une nouvelle voie, plus résiliente.